comment tu gères tes entraînements d'ultra-endurance et tes entraînements au poids de corps. Comment fais-tu pour avoir autant de masse musculaire tout en pratiquant de l'ultra-endurance? Je tourne à peu près à 7500 kcal par jour en moyenne. Maintenant, sur des grosses semaines, je dépasse les 10 000. Deuxième question, à quoi ressemble ta planification d'entraînement entre ces deux activités? Salut tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode de l'Ikigai Podcast. On est en compagnie de Thomas aujourd'hui. Thomas, comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va très bien. On a Florian qui est là aussi. Bonjour tout le monde, toujours fidèle au poste. Donc on est parti sur une belle petite discussion du coup avec Thomas. Je vais te laisser te présenter rapidement. Pour ceux qui le connaissent, ton Instagram qui m'avait fait rire d'ailleurs, c'est Tonton Tom Tom. Exactement. J'aime bien ce nom, voilà, au moins c'est facile à trouver. Et pour ceux qui te connaissent déjà, je pense qu'ils te connaissent à travers l'endurance, à travers aussi ton physique qui est assez impressionnant. Donc je te laisse te présenter un petit peu et puis après on va aller voir un petit peu les coulisses de ce qui se passe derrière Thomas. Ok, donc bref présentation, je m'appelle Thomas, j'ai 29 ans, je suis marié depuis peu, fin juin. Et puis, comme tu l'as dit, j'aime bien mêler différents types de sports. L'endurance, dans laquelle j'ai toujours eu des difficultés, mais aussi la résistance, de l'ultra trail, dernièrement Aerox. J'aime bien essayer un peu de toucher à tout. Le sport, c'est ma passion, quoi. Donc Flo m'a dit que tu as un bon palmarès sur l'Aerox, tu as une belle performance. Alors je suis un bébé Aerox. J'ai commencé en octobre dernier, mais c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé pour moi. Ma première compète, j'ai pu me qualifier au championnat du monde. Ma deuxième, j'ai eu record du monde dans ma catégorie d'âge. Et pour les championnats du monde, du coup, j'ai fait deuxième français. Super. Impressionnant. Donc Flo a déjà eu l'occasion de s'entraîner un petit peu avec toi. Là, il est venu courir. Justement, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur ton challenge un petit peu que tu t'es lancé. Pourquoi, du comment et pourquoi Flo est venu te joindre. Bien sûr. Alors, du coup, fin avril, ma nièce a été diagnostiquée d'une leucémie. Et donc, elle a été prise tout de suite en soins en Angleterre. Et moi, je me suis retrouvé assez impuissant par rapport à ça. Je pouvais pas faire grand-chose. Et du coup, ma façon un peu d'essayer d'apporter mon énergie pour elle et pour les enfants qui sont dans son cas, c'était de faire un challenge pour lever des fonds pour la recherche médicale contre le cancer de l'enfant. Et du coup, j'ai lancé un challenge collectif qui est toujours en cours. Là, il a commencé le 15 juillet et fini le 15 septembre, où tout le monde peut courir pour la cause. On est entre 8 000 et 9 000. On a parcouru 400 000 km. On est parti pour dépasser le million. Et au sein de ce challenge collectif, moi, je m'étais fixé un challenge personnel. Là, il y a quelques jours, il y a 4 jours, où je devais courir 100 km, faire 1000 tractions, 1000 pompes et 1000 dips sur une boucle de 2 km. Et j'invitais tout le monde qui voulait participer à faire un petit bout avec moi. Et du coup, Flo a été courageux pour faire tout le dernier tiers pendant bien 6 heures. Je pense que tu étais là avec moi. Voilà, au sujet du challenge. Ouais, donc vous avez déjà eu l'occasion de faire un petit podcast ensemble en courant. C'est ce que m'a dit Flo. Ouais. Un long podcast. Donc comment c'était la première rencontre? Du coup, donc, je rebondis sur ce qu'il a dit Tom. Donc, moi, ça a été totalement un peu en improviste. Je savais même pas que c'était en Suisse que tu faisais ce challenge-là. Je l'avais vu justement passer un peu sur les réseaux et on m'avait identifié un petit peu parce que ce genre de challenge, moi, ça me parle énormément parce que tu sors un peu comme de ta zone de confort et puis c'est des gros chiffres, quoi, 100 km, 1000 tractions, etc. Et en fait, juste le samedi soir, j'ai vu que c'était en Suisse. Du coup, je me suis dit, je vais aller faire un petit tour avec lui. Ça va être aussi l'occasion d'en discuter, d'apprendre à le connaître. Et du coup, moi, j'ai couru pendant 3h30 au total, donc on n'a pas arrêté de parler. Donc, moi, je connais un peu déjà son parcours. Nico, il connaît pas trop. Donc, voilà, ils vont commencer aussi un peu à se connaître tranquillement, voir comment t'as commencé ce sport-là. Et puis après, progressivement, sur notre discussion, on va apprendre à le connaître un peu plus sur son côté
hybride athlète, un petit peu ce qui est à la mode. On va essayer de se challenger un peu là-dessus parce que tous les trois autour de ce podcast, on partage un peu cette vision, mais on a envie de se challenger et j'ai envie de voir aussi surtout Nico et Tom parce que Nico, il est moins dans l'endu, mais il a cette notion d'athlète complet. Tom, c'est plus aussi endu et je vais voir un peu, essayer de les confronter un petit peu, ça va être intéressant. Non, je pense que c'est justement un sujet super intéressant de qu'est-ce que l'athlète complet, un petit peu, parce que on peut entendre un petit peu tout, l'athlète hybride, etc. Donc j'aimerais bien déjà avoir peut-être ta définition, ce que toi tu penses d'un athlète complet, mais surtout, est-ce que c'est quelque chose que tu as comme objectif ? Est-ce que c'est vraiment une motivation en toi de te dire je veux être un athlète complet en quelque sorte d'après ta définition qui peut-être touche un petit peu à tout, fait un petit peu tout, ou c'est simplement venu un petit peu naturellement parce que t'aimes aussi le renfort, la muscu, etc. Du coup, t'as su maintenir un physique avec pas mal de masse musculaire. Pour ceux qui ont pas la vidéo, je vous le dis quand même, il est quand même bien costaud. Ouais, on parlait de son poids justement, il me disait qu'il faisait 83 kilos, c'est ça. Et moi, je suis à environ 80, mais des fois 80, 82, et pourtant on est bien différents, quoi. Donc t'as quand même un physique assez impressionnant pour quelqu'un qui court beaucoup, qui fait beaucoup d'endurance, donc qui est un peu spécialisé là-dedans. Donc voilà, savoir un petit peu ta vision. Qu'est-ce que pour toi être un athlète complet et est-ce que c'est ce que tu recherches ? Alors, du coup, j'ai commencé à m'entraîner le 17 juillet 2016 et ça a été spontanément vers ce qui s'appelle aujourd'hui l'entraînement hybride, qui est, comme tu dis, Flo, est assez tendance maintenant. Moi, c'est venu assez spontanément pour plusieurs raisons. Je pense la première, j'avais besoin de renouer avec le sport que j'avais lâché pendant mes études et ça m'avait coûté. Donc je voulais installer une routine et j'ai commencé à m'entraîner tous les jours. Ensuite, je voulais quelque chose que je puisse faire partout, une sorte un peu d'entraînement minimaliste où j'ai besoin, alors certes de chaussures parce que j'arrive pas à courir pieds nus encore, mais où je puisse faire des exos au poids du corps, pompe, traction libre, c'est vraiment le truc que tu peux faire un peu n'importe où, les squats, les fentes, et la course à pied c'est pareil. Si jamais tu voyages, si jamais t'es pas équipé comme tu le souhaites, tu peux toujours un peu t'entraîner. N'être pas dépendant finalement d'un équipement, d'une salle, d'une logistique. C'était vraiment l'idée derrière. Et ensuite, les autres raisons, c'est j'ai un peu toujours, mais pas que dans le sport, j'ai toujours à cœur de vouloir essayer d'atteindre un équilibre sur différentes palettes. Donc, par exemple, quand je me suis mis dans mes études assez tardivement, j'avais à cœur de toucher aux différentes matières, de pas en laisser une de côté. Et dans le sport, ça a été un peu pareil. Alors évidemment, je fais pas tous les sports, mais je voulais toucher aux grandes composantes qui étaient l'endurance, la course à pied, le vélo, alors un petit peu de natation, l'ultra-endurance, et puis à côté des sports beaucoup plus intensifs, beaucoup plus courts, qui vont être le set and reps, la calisthénie et même un peu la résistance ou la force en salle. Ça, c'était une de mes motivations. Et l'autre motivation, je pense, j'ai un peu l'esprit contradictoire, mais tout le monde disait que c'était pas possible de performer, alors à ton échelle, dans les deux, qu'il y avait des interférences. Enfin, il y avait plein d'excuses qui étaient faites sur pourquoi tu pouvais pas faire les deux à la fois. Et moi, ça me dérangeait. J'ai toujours un peu cette idée en tête d'essayer d'être équilibré, complet, je pense que c'est le mot. À mon sens et à ma hauteur, et du coup voilà, c'est pour ça que j'ai investi les différents sports, quoi. Ouais, c'est là je pense qu'on se rejoint un petit peu tous aussi, tu vois, le côté être indépendant dans l'entraînement, ne pas dépendre de matériel, de salles de sport, de choses qu'on ne peut pas avoir tout le temps, parce que ça nous permet justement de voyager, d'avoir d'autres opportunités et de pas être limité par ça. Mais du coup, quel serait est-ce que tu as un idéal en fait d'athlète, peut-être tu vois quelqu'un qui serait capable on va dire de courir très longtemps, peut-être avoir une belle perf au marathon ou quelque chose comme ça, d'avoir un certain niveau de masse musculaire, certaines capacités. Est-ce que tu as une liste en toi où tu te dis, voilà, pour moi, un athlète, ça doit être capable de faire ça, ça, ça et ça, et du coup, je veux réaliser tous ces objectifs-là. Ou est-ce que c'est plus au feeling, juste de faire plus de la course et du renfort simplement pour le plaisir, pas vraiment d'objectif et de définition claire de l'athlète complet, en quelque sorte? Alors, je pense que oui, tu as raison, au court et au moyen terme, j'ai besoin d'objectifs. Ça me permet de diriger un peu mon entraînement et d'ajouter une motivation supplémentaire. Donc là, si tu me demandais à l'instant T, je pense des choses que j'aimerais bien faire, ça serait, tu parlais de temps en course à pied, le marathon, j'aimerais le faire en moins de 2h30.
J'aimerais faire un 100 miles, ce que j'ai pas encore fait. J'ai fait plusieurs 100 km, mais pas encore de 100 miles. J'aimerais faire par exemple l'UTMB en moins de 30 heures. En IMROX, j'aimerais performer mieux que ce que j'ai fait l'année dernière pour les championnats du monde. J'aimerais faire un top 10. Maintenant, en set and reps et même en salle, par exemple, je crois que j'aime bien avoir des chiffres, des repères numériques pour m'aider à avancer un peu comme pour valider ma progression. Tu parlais par exemple de masse musculaire. C'est quelque chose que j'ai tout de suite un peu balayé. L'esthétique me dérangeait parce qu'elle est assez subjective en fonction du regard que tu as avec toi-même. Donc, selon quoi tu peux te trouver plus costaud ou plus fort visuellement qu'avant, mais finalement, c'est plus un feeling. Alors que les chiffres, je pense que j'y trouve quelque chose d'assez rassurant. C'est un peu là pour valider le fait que on progresse petit à petit, on se transforme. Voilà. Je pense que c'est bien. Par exemple, Flo, toi aussi, donne-nous ta définition en quelque sorte pour toi. Qu'est-ce qu'un athlète hybride, un vrai athlète complet? C'est quoi un petit peu ton idéal, tu vois? Qu'on puisse voir un petit peu toutes les visions et que du coup on voit un petit peu quelle est la différence peut-être de chaque vision qu'on a et que les gens aussi qui écoutent du coup puissent s'identifier un petit peu à ce que eux recherchent, tu vois. Ouais. C'est intéressant parce que du coup après je vais vous lancer un peu, je vais vous challenger parce que du coup moi ma vision un peu de l'athlète complet c'est une quête presque infinie. Moi j'aime toujours comme je suis plus un peu du courant de Tom sur le côté très un peu numérique, ça me permet d'être très rationnel et de me dire ok, pour moi un athlète complet il doit avoir ce temps sur un temps de référence comme le marathon, ça je sais bien. L'UTMB c'est encore autre chose pour ceux qui connaissent pas, c'est combien de temps l'UTMB? Du coup c'est 176 km et 10 000 mètres de dénivelé. Tu pars de Chamonix et tu fais la boucle autour du Mont Blanc. Tu passes donc France, Italie, Suisse, France. Okay. Et on le fait dans une semaine là avec un copain. Ok. Ah, tu le fais dans une semaine là? Alors en off, donc c'est pas la course officielle, donc on s'occupe de nos ravitaillements, on part un peu plus lourd parce on a la logistique à s'occuper, on le fait en 4 jours. Ok. Donc voilà, pour que les gens qui nous écoutent se rendent compte un petit peu de la charge que c'est cette grosse performance, et c'est pour ça que ça s'appelle justement l'ultra trail, parce que c'est vraiment l'ultra endurance. Donc voilà, moi j'aime bien ce coin-là, mais après il y a le côté aussi numérique avec, pour moi il faut être capable d'avoir au moins un squat à 2 fois poids de corps, donc sans équipement et tout bien sûr, mais d'être vraiment capable d'avoir un squat 2 fois poids de corps, développer couché, une belle barre aussi, et en traction une belle barre. Donc vraiment les 3 patterns, accroupissement, tirage et poussée. Et pour moi l'athlète complet déjà, il peut se dire comme ça s'il est fort et endurant. Maintenant, il y a un truc encore plus difficile selon moi, et ça justement c'est plus le courant de Nico. Ça va être après toutes les figures et aussi tout ce qui va être mobilité, jonglage, les sauts, toutes ces choses-là. Et là, c'est là où tu te dis quand même, comme on disait, c'est une quête pour moi infinie, parce que déjà, je trouve que c'est une faculté d'arriver à combiner la force et l'endurance, garder tes performances sur tes squats, etc. Et en plus, réussir à faire l'ultra trail. Mais je trouve que c'est encore plus complexe. Pour moi, c'est la fin de la pyramide quand tu es capable d'être bon en mobilité, de rien laisser au hasard, d'être bon en souplesse, d'avoir une traction à un bras facilement, d'avoir des handstand push-up quand t'es pas habitué là-dessus. Donc moi, ma vision de l'athlète complet, ça va encore plus. C'est toutes les qualités physiques qu'on peut exprimer, quoi. Coordination, mobilité, vitesse, etc. Donc, je vais juste te challenger un peu Thomas là-dessus. Est-ce que toi, tu maîtrises un peu les mouvements, un peu les figures, donc one arm, handstand push-up, toutes ces choses-là? Est-ce que tu arrives à t'entraîner dessus ou t'as pas le temps tout simplement? Eh ben, pas du tout, et ça me ferait énormément envie de le développer. Quand on est parti en vacances l'année dernière dans les Dolomites, j'avais pris mes petites palettes pour les pompes et je me suis dit ça me ferait vraiment envie de pouvoir développer ces figures. Il y a peut-être pourquoi je les ai pas choisis de prime abord, c'est peut-être justement parce qu'il y avait pas les chiffres. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est toi qui vas juger ton mouvement. Bon, tu vas savoir si tu veux réussir à le faire ou pas, mais je pense que du coup, j'y voyais, il y avait moins cette gratification immédiate de voir tes gains, de les mesurer. Mais si j'avais plus de temps, c'est ce que tu disais, est-ce que t'as pas assez de temps? C'est sûr que je pense que j'investirais ce côté de figure. Maintenant, j'ai l'impression que je suis à un niveau de performance où j'ai besoin
comme je joue sur différentes palettes, d'investir pas mal de volume d'entraînement pour réussir à faire des petits progrès dans l'une des disciplines. Donc là, par exemple, si je prépare un ultra trail pour mi-septembre, ça me demande pas mal de volume d'entraînement. Derrière, je vais maintenir street workout, entraînement à la salle, mais du coup, le temps qui me reste, je le vois, il est pas suffisant pour vraiment progresser si je voulais devenir bon en figure et les apprendre. Ouais, bah c'est ça, c'est que cette vision de l'athlète complet, je trouve, elle est dure à décrire, tu vois, c'est quand même dur même juste à l'expliquer, comme tu dis, tu vois, on peut passer par les chiffres, de dire, bah tiens, c'est un squat à ça, c'est un bench à ça, etc. Ça, je pense que c'est un bon début pour pouvoir justement se forcer à faire les choses qu'on n'aime pas, tu vois, c'est qu'on va forcément faire, par exemple, squat, comme tu as dit, tirage poussé, ça t'oblige à faire un petit peu tous les patterns des muscles principaux du corps, donc c'est une bonne base. Et après, pour moi, c'est d'aller chercher un peu plus loin et de se dire qu'est-ce que justement je peux rajouter à tout ça pour, au début, en fait, moi, pour qu'on comprenne ma philosophie d'entraînement, c'était être bon dans tous les sports. Tu vois, c'était un peu ça. Moi, l'athlète complet, c'était être bon dans tous les sports. Donc, c'était être capable, comme on a fait hier, tu vois, d'aller jouer au tennis et d'avoir quand même un bon niveau, être capable de se débrouiller, mais être aussi capable comme ça, d'aller courir, d'aller faire une session au parc de street, d'aller faire du volley, d'aller faire du basket, d'aller faire du foot, tu vois, se servir ses pieds, ses mains, etc. Parce que moi, j'étais vraiment un grand fan de sport. J'adorais jouer au sport tout le temps. Et même maintenant, tu vois, j'adore vraiment jouer. Et forcément, après, cette vision, elle évolue. Pour moi, c'était ça un premier... la base de ça, en fait. C'est ça qui m'a fait commencer le renforcement en général, en fait. Pour moi, c'est ça. J'étais un peu petit, j'étais pas très fort. Et du coup, forcément, dès qu'on joue au basket, au volley, etc., il faut que je saute plus haut que l'autre pour compenser ma taille, par exemple, pour compenser ma force quand il faut lever des choses, etc. Et du coup, c'était plus rentrer par la porte de la prépa physique, de se dire, je veux développer mon corps pour être capable d'être bon dans tous les sports. Et après, je trouve qu'il y a une nouvelle phase un petit peu maintenant où c'est, je veux pas non plus me préparer simplement pour jouer au sport, tu vois, parce que ça reste plus pour moi quand t'es plus peut-être plus adolescent, etc., que ça te plaît plus. Et quand forcément tu rentres dans la vie active, t'as d'autres enjeux, une vie de famille, de l'entrepreneuriat, etc., tu te dis peut-être j'ai moins envie de tout faire pour être bon au tennis, au basket, etc. Il y a d'autres priorités peut-être. Et du coup, c'est là qu'un peu ma vision évolue, où je me dis, je veux être en quelque sorte un homme complet, parce que pour moi, on peut pas trop... j'arrive pas à dissocier en fait l'athlète complet et l'homme complet. Tu vois, ça doit être ensemble. L'athlète et l'homme, c'est la même personne et ça doit coïncider. Et c'est pour ça qu'après, moi, ma limite, en fait, dans tout ça, parce que j'adore ce que tu fais, etc., tu vois, de sortir, faire une sortie comme ça 4 jours, etc. Et c'est que moi, la limite que j'ai sur là, c'est que j'essaye d'avoir cette approche minimaliste où je me dis, je ne veux pas consacrer, tu vois, autant de temps dans tout ça, vu que c'est énormément d'énergie dans ça, étant donné que je veux que mon sport, ma prépa physique, mon entraînement, soit au service de ma vie en général. Tu vois, que soit au service de ma vie, que du coup, mon corps me permette d'être une meilleure personne dans la vie de tous les jours. Donc forcément, ça vient par être capable de jouer justement avec mes potes quand on est à Bali, on va jouer au foot, etc. On va pouvoir s'amuser parce qu'il y a de la compétition. Parce que quand il n'y a pas de compétition, pour moi, je m'amuse pas. Tu vois, je veux qu'il y ait une compétitivité, je veux qu'il y ait des enjeux. Et c'est là qu'on prend du plaisir. Mais du coup, toi, quelle est ton approche dans ça? Où justement, toi, tu es sur une approche un peu différente sûrement, où t'as pas peur justement d'investir. Parce que t'as pas peur d'investir, de te dire, voilà, moi, tu vois, 4 heures, 5 heures de séance dans la journée, c'est pas un problème, tu vois. C'est pas un problème, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et du coup, il y a une vision qui est différente. C'est ça que j'aimerais bien entendre un petit peu ta version sur ça. Sur comment tu gères ça, en fait. Comment tu gères... Est-ce que tu as réfléchi à ça d'un point de vue philosophique, simplement de ta vie en général, de te dire, voilà, c'est peut-être un cycle, tu vois, c'est peut-être, mais je veux faire ça pendant les 5 prochaines années, mais après, je veux pas faire ça longtemps. Est-ce que c'est quelque chose que, justement, tu te challenges à tenir ça toute ta vie, ou tu veux que le sport soit le centre de ta vie? Tu vois, quelle est ton approche par rapport à l'investissement que tu dois mettre dans le sport? Eh ben, je pense que tu as raison. Pour l'instant, c'est vraiment un investissement et un développement. Et j'y vois pas d'arrêt immédiat, en tout cas de ce cycle. Maintenant, parmi les futurs événements qui viendront bousculer et un peu changer cet investissement, il y a avec ma chérie, on a le projet d'avoir des enfants. On souhaite en avoir, et donc inévitablement, toi qui es jeune papa, je pense que tu auras pas mal à m'apprendre là-dessus, il faudra repenser un peu le temps que je peux accorder au sport et aussi le moment de la journée où je peux le mettre, parce qu'à côté en ce moment je fais un doctorat
qui me prend déjà pas mal de temps. Donc je sais qu'ajouter en plus à ça un bébé, ça va être une nouvelle dimension, quoi. Mais par contre, pour l'instant, c'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir à développer et à investir. Moi, je rebondis juste. Ce que je vois un peu de vos deux parcours, c'est que Nico, il est plus... il a un peu fini ce jeu-là et il est dans une phase un peu plus de maintien et même d'expression, tu vois, même parce que du coup, tu vois, dès qu'il y a un challenge ou quoi, il est là parce que il est pas comme nous, on est obligé de un peu faire de la surcompensation, on s'entraîne beaucoup de volume et des fois, on peut pas être apte tout le temps à faire un challenge qu'on n'a pas forcément prévu. Alors que Nico, et moi, c'est ça que j'aime bien quand même, et du coup, ça m'a ouvert ça m'a ouvert vraiment l'esprit sur me dire, ok, en fait, il y a aussi une possibilité après un peu la quête de développement et la quête de performance. Je vais toujours, le sport va toujours m'accompagner, mais peut-être d'une autre façon. Et parce que ça va être juste, oui, mon maintien, comme il fait du coup Nico, 20-30 minutes par jour pour maintenir les fondations qu'il a pris le temps quand même de développer pendant très longtemps. Et je pense que tous les deux, on est toujours dans cette phase parce que ça nous anime toujours d'être dans une phase de développement et c'est selon moi, dans un premier temps, notre priorité. Après, toi, ouais, il y aura cette question quand tu auras un enfant. Et c'est une discussion que tu devras aussi avoir avec ton foyer, tout simplement, est-ce que je peux continuer à me développer ou est-ce que je dois faire un autre choix parce que là, on va rentrer un peu dans l'ikigai. Moi, j'avais commencé un peu à te challenger là-dessus, mais aussi sur toute la question, il y a le troisième pilier, toute la question financière, tout simplement. Parce que quand tu as une nouvelle personne qui arrive dans ton foyer, tu es obligé de faire des choix importants là-dessus. Mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Nico ? Non, c'est ça que je suis curieux d'en savoir un petit peu plus sur ça. Est-ce que, tu vois, c'est justement quelque chose que tu réfléchis régulièrement ou est-ce que c'est des questions que tu te poses pas pour l'instant et tu es en mode, voilà, entraînement, je fais du mieux que je peux et on réfléchira à ça plus tard? Ou est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ta vie aussi où tu te dis, voilà, je me prépare pour les enfants, etc. Du coup, j'ai comme objectif d'essayer de trouver un système pour pouvoir continuer à m'entraîner autant du mieux que je peux, etc. Mais parce que c'est quand même l'objectif. Ou est-ce que c'est quelque chose, tu te dis, à partir de là, ma vie va un peu switcher, je prendrai peut-être un différent angle du sport, je ne le verrai plus forcément de la même manière, je n'utiliserai plus le sport comme le même outil en fait. Ça aura peut-être différents usages en fait. Ouais, exactement. Je pense que c'est le mot que tu as utilisé, Flo, c'est nous animer, et je pense que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que le sport et le développement, la transformation, c'est quelque chose qui m'anime, c'est quelque chose qui me fait lever le matin. Et j'ai eu des périodes où j'avais plus trop de sens et de quête, et c'est beaucoup plus difficile à vivre. Là, en ce moment, je suis dans cette période depuis quelques années où justement j'ai ce nouveau feu, cette nouvelle appétence qui fait que je suis content d'attaquer chaque nouvelle journée. Et du coup, pour l'instant, j'ai l'intuition que c'est vraiment là-dedans que je dois continuer. En fait, plus je m'entraîne et plus j'ai l'impression de découvrir que notre potentiel est extrêmement vaste. Et j'ai envie d'aller... On verra avec ce que l'avenir nous réserve, parce que voilà, comme on disait, on aura sûrement des enfants, il y a des projets qu'on prévoit pas non plus. Mais si je pouvais, j'aimerais aller casser quelques croyances limitantes, que ce soit les miennes ou que ce soit des croyances que les gens ont, pour aller relever des défis un peu fous, quoi. Justement, je suis obligé de rebondir là-dessus parce qu'on a beaucoup parlé de ça durant notre course, un peu notre podcast en mode course. Mais on peut lancer un peu cette thématique-là. C'est justement, moi, ce que j'aime beaucoup dans ton parcours et dans tes choix, c'est de casser ces fameuses croyances limitantes. Et moi, je suis persuadé que quand tu seras papa, tu vas continuer cette quête-là et tu vas trouver des solutions je vais réussir à m'adapter. Si je dois prendre un tapis pour pouvoir m'entraîner chez moi pour essayer d'économiser mon temps, je vais le faire et tu vas réussir à faire ça. Et je trouve que moi, c'est ce qui m'inspire le plus chez les gens, c'est trouver des solutions à des problèmes, alors qu'il y a une grande majorité des gens, ils font je suis devenu papa, ils vont commencer à trouver des excuses que je pense. C'est après voilà, chacun, mais des fois ils se brident mutuellement, alors que non, tu peux organiser ta journée. C'est là que tu fais quand même la différence. Et ça, je pense que ça va être très très intéressant de te voir là-dessus, parce que voilà, on n'a pas besoin on peut être
totalement débrider puis juste trouver des solutions à tout ça, quoi. Ouais, totalement d'accord. Ça, c'est une de mes peurs, en fait, c'est comment je vais réussir à manager ça quand on aura des enfants. Parce que ma plus grande crainte, ça serait de faire trinquer ma famille de mon développement personnel. Parce que, qu'on le veuille ou non, voilà, le sport, c'est... En tout cas, quand on s'y investit à ma façon, il y a un côté assez égoïste à vouloir progresser, se transformer, qui bénéficie pas forcément à ses proches. Alors, nous, ça nous permet d'être équilibrés, d'être bien dans notre peau, d'avoir une nouvelle énergie pour les autres projets qui, eux, peuvent être familiaux, professionnels et tout ça. Mais c'est vrai que ça sera quelque chose de difficile et comme tu dis, par contre, de super intéressant à essayer de casser cette croyance limitante, de me dire, est-ce que je suis capable de continuer à progresser en étant papa et selon moi, un bon papa, donc qui soit présent, qui a du temps qualitatif avec ses enfants, un bon mari et tout ça. Donc, ça sera clairement quelque chose à aller chercher et à aller casser aussi. Et en plus, il y a rien de plus inspirant qu'un papa qui fait des UTMB. Je pense que là, tu donnes justement un peu maintenant dans cette société où des fois, la figure paternelle, des fois, elle est un peu, elle montre plus vraiment l'exemple. Je trouve que c'est important de montrer que si c'est possible. En tout cas, moi, ça m'a toujours inspiré de voir, moi, que ça soit les joueurs, par exemple, je prends toujours Rafael Nadal, mais moi, j'avais besoin de quand même cette inspiration pour me donner ce feu et j'en suis sûr qu'il n'y a pas plus puissant qu'un père qui montre l'exemple à ses enfants. Et justement, pour moi, la solution, c'est de trouver des solutions et non des excuses là-dessus. Mais après, ça sera le niveau 2, on passera de tonton Tom-Tom à papa Tom-Tom. C'est ça. Non, c'est super intéressant, tu vois, parce que du coup, en analysant un petit peu tout ça, je me dis que du coup, ce qui différencie même ta vision de celle de Tom, de la mienne, etc., c'est au final, c'est l'avatar idéal qu'on se vise plus tard, quoi. C'est quelle personne on veut vraiment devenir. Et tu vois, comme toi, par exemple, Flo, je pense que ton avatar, si tu devais la personne idéale et tout, tu vois, c'est des personnes qui se rapprochent un petit peu de Rafael Nadal, des mecs qui ont gagné des gros titres, forcément dans un sport, peut-être dans une spécialité, qui ont prouvé que c'était les meilleurs dans une chose, ils ont dédié leur vie à quelque chose, etc. C'est peut-être ça, tu vois, qui t'anime le plus. Au fond. C'est surtout que j'ai envie de finir ce cycle avant de passer à un autre. Et si en plus on peut tout gérer, par exemple, à Nadal, ce que je me dis, c'est aussi, comme on en parlait, il arrive à quand même faire vivre toute sa famille, il arrive à avoir des enfants, je crois qu'il a des enfants, sauf erreur de ma part. En tout cas, Federer, c'était ça. On va prendre Federer pour être sûr. Mais voilà, moi je trouve ça m'assure. Mais après, on va en revenir, il faut que financièrement ça suit. Parce que lui, il a toute une carrière qui fait qu'il a les sponsors, il a tout ça. Et c'est ça qui est aussi inspirant. Pour moi, c'est aussi l'archétype de l'homme complet. C'est ça. Et du coup, poursuivre avec Tom, par exemple, du coup, toi, ton avatar, ça serait plus peut-être quelqu'un qui va peut-être justement casser des croyances limitantes, faire des nouveaux records, tu vois, peut-être te diriger vers des trucs que les gens n'ont jamais fait, tu vois, des courses spéciales un peu folles, tu vois, qui sont sur des journées, etc. C'est peut-être, tu me dis si je me trompe, hein, mais c'est peut-être ces choses-là qui t'animent beaucoup quand même, tu vois, qui dirigent un petit peu le centre de ta vie, et tu te dis, voilà, autour de ça, bien sûr que je ne veux pas délaisser le reste autour, je veux construire ma famille, etc. Mais c'est ça un peu le pilier, le socle de tes motivations, de ce qui t'anime. Et pour moi, du coup, c'est un petit peu plus différent, où il y a moins ce côté-là, tu vois, le sport j'ai eu beaucoup cette vision-là, tu vois, où je voulais vraiment, tu vois, être le grand sportif, etc. Et plus ça va, plus mon idéal, en fait, la personne que j'aimerais être, tu vois, un peu, c'est mon ikigai au final, c'est pour trouver ma raison d'être. Et B, c'est moins un sportif. Enfin, c'est pas forcément pas sportif, mais c'est moins un grand sportif que. En fait, il a d'autres cartes à développer qui sont aussi importantes, voire même plus importantes. Tu vois, qui sont aussi, tu vois, beaucoup sur la période financière, tu vois. Là, on a beaucoup d'objectifs financiers où ça me tient à cœur, tu vois, de là, dans mon âge, où j'ai beaucoup d'énergie, etc., de pouvoir développer un gros socle financier qui puisse donner beaucoup de sécurité pour ma famille, pour moi, qui me donne plus d'opportunités à faire plus de choses. Donc, c'est une grosse part. Et tout le côté aussi, tu vois, philosophie, le côté du moins réfléchir à tout ça, aller dans la bonne direction, se construire en tant qu'homme psychologiquement, etc. Qui prend aussi, on ne dirait pas, mais beaucoup d'énergie. Moi, ça me prend énormément d'énergie, tu vois, des fois, simplement de me caler pour penser, tu vois, pour réfléchir un petit peu à tout ça. Et du coup, mon avatar change. Tu vois, il a changé de l'athlète qui va tout éclater, qui va montrer que c'est le meilleur, à un homme un peu plus lambda, mais pur, beau, tu vois, grand, enfin idéal en quelque sorte. Et du coup, vu que je tends plus vers ça, forcément ma pratique sportive doit changer aussi, quoi. Et c'est pour ça que du coup, je me suis dirigé vers l'entraînement un peu minimal où
Je veux être capable de continuer à développer ces qualités-là, tu vois, être capable de m'entraîner n'importe où, tu vois, faire des tractions à bras, des handstand push-up, être capable quand même de courir, tu vois, quand on fait quand même des tests. Vu que j'accumule beaucoup de volume sur l'année, j'arrive à me débrouiller sur des tests, même qu'ils soient endurance, qu'ils soient d'autres sports, tu vois, continuer à jouer au tennis, etc. de temps en temps. Mais sans compromettre les autres piliers, du coup, qui sont pour moi aussi importants, voire même plus importants à certaines phases de ma vie, tu vois. Donc c'est ça qui change toute ma pratique, moi je trouve, tu vois, à travers ça. Et j'ai l'impression du coup que moi j'ai pris un peu le chemin inverse, c'est-à-dire que mon début dans le sport, ça a été peut-être ce que tu as actuellement, c'est-à-dire une petite routine qui me coûtait pas beaucoup et qui me permettait de me sentir mieux, de me décharger de ma journée, de libérer un peu mes pensées et d'avoir aussi une reconnexion avec mon corps un peu. Là où à cette époque-là, je passais beaucoup de temps plus à penser. J'ai toujours été un peu un rêveur, à être toujours un peu distrait durant les cours, à être dans ma tête, à penser à d'autres choses, à philosopher, à lire énormément et à m'investir en fait dans mes études. Et du coup là, j'ai fait la bascule inverse où je pense que le sport tout d'un coup a revêtu un nouveau sens pour moi et c'est un nouveau chemin d'apprentissage que toi tu as du coup déjà fait et que moi je pense que je suis encore de faire. Mais sûrement que dans de nouvelles périodes de ma vie, j'aurai peut-être d'autres appétences qui vont faire que comme toi je vais me diriger vers d'autres champs. Quoi. Et exactement, je pense que c'est ça en fait, c'est tout des cycles parce que justement je comprends totalement en fait Flo, je te comprends totalement aussi parce que j'ai eu des phases où je pensais vraiment comme ça et dans ces phases-là, t'imagines même pas que la vie puisse être différente. Tu vois, tu penses qu'à ça. Moi, quand je m'entraînais sur mes phases au début, quand je suis parti à Bali, c'était entraînement 2 fois par jour, tous les jours. Tout est centré autour de l'entraînement et je prends un plaisir fou parce que je me sens progresser et je sens qu'il y a que ça qui a du sens. Parce que évidemment aussi, j'avais pas ma compagne, j'avais pas l'enfant, j'avais pas aussi des relations familiales qui évoluent, tu vois, où tu es plus indépendant, après tu reviens un petit peu plus aux sources, tu vois. Donc c'est des cycles de vie, tu vois, où je pense qu'il faut quand même y aller à 1000% à chaque fois, tu vois. Quand tu sens que, comme tu as dit, tu vois, je sens, c'est un peu une intuition, c'est un instinct, tu vois. Et c'est ça que je sens que c'est... Je suis obligé de rebondir là-dessus sur... parce qu'on a beaucoup parlé de ça avec Nico, sur cet instinct et cette petite voix. Et là, toi, tu as mis le doigt sur ça, c'est que je sens que c'est là que je dois aller, c'est ma trajectoire. Et c'est ça que je trouve ça magnifique. Là, on est tous les trois autour d'une table, on a chacun quand même notre trajectoire, notre ligne un peu directrice. Mais ce qui est magnifique, c'est en discutant un peu, on peut voir, ok, un peu la vision de Nico qu'on n'aurait pas eu parce qu'on aurait été là à courir et être tête baissée, un peu ta vision aussi, ma vision, et puis on fait un mix, mais on trahit pas, entre guillemets, notre trajectoire de base, c'est juste, on peut la redessiner un petit peu avec tous les discussions et les sources d'inspiration qu'on a. Et c'est ça que je trouve magnifique avec le fait d'être ensemble comme ça et que chacun a quelque chose à apporter là-dedans. C'est ça, c'est surtout de se dire que quand les gens y écoutent, c'est un peu ça l'exercice qu'on fait, c'est on développe un petit peu nos visions et que surtout, en fait, l'erreur à ne pas faire en écoutant ça, c'est de te dire, ok, qui je suis ? Moi, je suis comme Flo, ou je suis comme Tom, ou je suis comme Nico, je dois choisir et je dois en prendre un. Non, c'est justement suivre cette intuition-là, tu vois, cette petite voix, et te dire dans quelle phase t'es en ce moment, qu'est-ce qui a vraiment du sens, donne à 100%, et après, quand il y a quelque chose qui viendra, en fait, de simplement garder l'esprit ouvert, tu vas te dire, ok, je suis peut-être dans la période de flow, là, j'ai absolument envie d'envoyer, etc., mais je sais qu'il y a d'autres manières de faire, et que le jour où ça viendra, eh ben, je serai prêt mentalement, tu vois, je me serai préparé, je sais que ça peut être une option, et du coup, quand ça vient, tu fais des transitions plus facilement, tu vois, et tu te perds pas, justement, au final, en t'identifiant à 1000% à une personne. Et après, en fait, c'est très dur de changer, d'évoluer. Même si c'est mieux pour toi, ça veut dire que, j'en sais rien, tu vas avoir ta famille, etc. Tu vas avoir d'autres objectifs dans ta vie. Et bien, en fait, peut-être qu'en réduisant un petit peu ton sport, tu vas sentir que tu perds ton identité, tu vas te sentir très mal, tu vas mal vivre la transition, alors qu'en fait, elle est peut-être nécessaire, elle est peut-être absolument positive, et c'est quelque chose qui doit se faire, du coup, en conscience. Tu vois, de se dire, de faire le choix de faire ça, et de pas devenir, justement... impuissant face à ce que la vie amène, tu vois. Ça veut dire que dès qu'il y aura des nouvelles opportunités, dès qu'il y aura des nouvelles options, des nouveaux choix à faire, eh bien, vous serez apte, en fait, à simplement prendre les meilleures décisions dans ces moments-là. Parce que vous avez déjà réfléchi aux différents scénarios, aux différentes perspectives, et du coup, on prend un petit peu un coup en avance, quoi. Ouais, je pense que, comme tu dis, anticiper et prévoir un peu les différentes étapes de notre vie, en tout cas s'il va y en avoir, si on va changer de travail, si on commence à se mettre en relation ou quoi que ce soit, c'est bien aussi de commencer à réfléchir à introspection,
réfléchir à ce qui nous motive. Est-ce que c'est les mêmes choses qu'avant? Est-ce que ça a un peu changé? Et quelles sont les nouvelles choses en jeu dans notre vie pour voir comment on peut aligner tout ça le mieux possible et que la transition soit la plus douce et la moins contraignante, comme tu dis, qu'on se sente pas frustré ou perdre son identité, où là ça va devenir par contre un peu plus chaotique et un peu plus difficile. Ouais, exactement ça. Je trouve que c'est sur ça, c'est important, c'est l'identité, tu vois. C'est justement de pas trop faire l'erreur de vouloir s'identifier à 100% à quelqu'un. Évidemment, il faut s'en inspirer. Il faut se dire, j'aimerais être comme lui aussi. Je vais faire le travail pour ça. Mais ça veut pas dire que je suis incapable de m'inspirer de quelqu'un d'autre. Tu vois, de changer le tir quand il y a un moment donné où la situation fait que peut-être c'est mieux de changer d'inspiration. Peut-être que, en fait, c'est normal, en fait, on évolue, quoi. C'est ça que je veux pousser aussi, c'est de se dire, ce que je veux à 20 ans sera différent de ce que tu veux à 30 ans, sera différent de ce que tu veux à 40 ans, à 50 ans, etc. Et c'est nécessaire. Pour moi, si vraiment tu fais absolument la même chose à 20 ans et à 50 ans, c'est qu'il y a quand même un problème, tu vois. Ça veut dire que vraiment, t'as quand même pas appris de ton expérience et t'as pas voulu suivre le cycle de ta vie un petit peu. Pour moi, tu sais, ça met un petit peu le point sur tu sais, beaucoup de gens qui prennent de la testostérone maintenant, tu sais, le TRT, quand tu deviens un petit peu plus vieux, on te dit que tu sécrètes un petit peu moins, du coup allez, il faut en reprendre pour être un peu plus jeune, etc. Pour moi, ça c'est des choses qui sont un peu contre nature, tu vois, où justement tu veux pas accepter le cycle qui fait que tu as un âge où ta testostérone diminue. Certes, ça veut dire que tes performances vont pas être celles que quand tu avais 20 ans, mais c'est peut-être pour une raison, tu vois, c'est peut-être pour une raison, parce que tu rentres dans un cycle de ta vie où tu es plus sur le partage. T'es plus en train de prendre un petit peu le rôle du professeur qui va plus enseigner son expérience, que ce soit à ses enfants, à d'autres personnes, etc. Et qu'en fait, ce niveau de testostérone qui diminue, il est peut-être important, en fait, pour te calmer, te recentrer et être capable de mieux partager, tu vois. Et du coup, de vouloir lutter comme ça et de se dire non, tu vois, moi, je suis une personne, je suis comme ça, j'ai mon identité, et que j'aurai 20 ans, que j'ai 50 ans, que j'ai 70 ans, c'est pareil, ça continue, c'est toujours pareil, et je force, et je m'adapte pas à mon environnement. C'est là qu'il y a des grosses erreurs et que les gens, je trouve, ils prennent des gros murs de front, quoi. Et j'ajouterais à ça, je pense que c'est une richesse de se développer sur différents axes au cours de sa vie. Moi, petite anecdote, je me souviens à 7 ans, il y avait une série de livres que j'aimais beaucoup, c'était un monde fantastique, je sais plus trop. Et je me souviens, j'étais au milieu de mon bouquin et je me disais, mais sûrement quand je serai plus grand, j'aimerais plus ça. Et sur le moment, ça m'avait rendu triste. Je me suis dit, oh, waouh, je suis à fond, ça me passionne. Et puis il y a un jour, en fait, je serais passé à autre chose, je m'en souviendrai peut-être plus. Et sur le moment, j'avais ressenti de la tristesse, mais maintenant, comment je le revois, c'est, en fait, c'est formidable que j'ai découvert d'autres choses, que j'ai investi d'autres pans parce que ça me fait découvrir et grandir en tant qu'être humain. Et l'autre chose, c'est, certains pourraient avoir la réflexion de se dire, mais à quoi bon investir quelque chose pendant 5 ans, par exemple moi le sport, si dans une décennie ou dans 2 décennies je serais passé à autre chose. Et moi je dirais plutôt que si tu es en train de l'investir, c'est que tu es encore en train d'apprendre, tu es encore en train d'évoluer. Et c'est lorsque tu auras fait le tour, quand tu auras fait la boucle de ton chemin, quand tu auras fini ton périple, que tu pourras passer à autre chose. Donc faut pas le voir comme j'ai délaissé, c'est plutôt en fait j'ai évolué, ça m'a amené à. Et c'est juste la poursuite de ton chemin, mais sur un autre axe. Exactement. Donc pour moi, c'est pas perdu. Quoi. Mais c'est ça que je trouve super intéressant, c'est justement être capable, en fait, avoir la maturité de penser à ça. Comme tu dis, quand tu vois ton livre et tu dis peut-être plus tard, j'aimerais pas ça. Ça, c'est hyper mature, je trouve, de se dire, de réfléchir à ça et d'ouvrir son esprit à se dire peut-être que l'avenir sera différent, etc. Et pour autant, du coup, ne pas laisser justement ces pensées-là affecter ton moment présent, en fait. C'est pour ça que cette tristesse, elle est pas bonne dans le sens où elle t'impacte sur ton moment et tu peux plus apprécier ton livre comme tu l'appréciais avant. Donc c'est avoir encore plus de maturité dans le sens où peut-être ça va changer. Et comme tu as dit, peut-être dans quelques décennies, ma vie sera plus centrée autour du sport. Et ça veut pas dire que le sport c'était une perte de temps et que tu as perdu ton temps. C'est que justement, c'est toute cette phase-là qui t'a préparé à la suivante. Et tu n'aurais jamais pu accéder à la suivante si tu n'avais pas fait celle-là. Exactement. Donc c'est nécessaire de passer par là. Il faut kiffer le moment, tu vois, il faut vraiment donner à 100%, mais en gardant pour moi cet esprit ouvert de se dire ça peut être amené à évoluer et je serai pas freiné, je vais pas me frustrer, je vais pas être triste ou quoi si ça devait changer. Je l'accepterai parce que ça doit évoluer. Et du coup, d'avoir cette vision-là, je trouve que ça permet vraiment de, en même temps, avoir des bons plans pour l'avenir,
prendre des coups en avance, être visionnaire et en même temps prendre plaisir sur le moment dans ce que tu fais. Et du coup, pour moi, ça, c'est vraiment l'assemblement de l'ikigai, tu vois, c'est ce qui te permet d'être très bon aussi dans ce que tu fais au final. Tu vois. Ouais. J'ai juste une question du coup pour vous deux là-dessus. C'est du coup, est-ce que du coup Tom, avant, est-ce que tu t'es déjà fait l'exercice de c'est quoi ma vie dans 5 ans ou dans 10 ans? Je vais te laisser après la parole là-dessus, voir est-ce que tu as déjà pensé à ça. Et ensuite, la deuxième question, c'est comment vous faites vous au quotidien tous les deux pour être le plus dans le moment présent? Est-ce que toi, c'est justement grâce au sport? Peut-être Nico, c'est autre chose, je sais pas, ce fameux moment présent, moi, ça m'a toujours un peu interpellé et je me dis comment on est au maximum dans ce moment, ce qu'on dit maintenant avec les portables, etc. On est de moins en moins là-dedans. Donc déjà, première question pour toi, Tom, et après on va aller sur le moment présent. Mais pour toi, est-ce que tu t'es projeté dans 5-10 ans? C'est quoi un peu ta vie idéale un petit peu? Idéalement, dans 5 ou 10 ans, on a des enfants avec ma chérie, donc ça, je pense que c'est la première chose. Plusieurs? Oui, plusieurs. Famille nombreuse. J'ai bien idéalement. Et ce que je fais actuellement en sport, c'est rien par rapport à ce que je fais dans 10 ans. Ok. Au niveau des défis, je casse la baraque par rapport à ce que je fais maintenant. J'aimerais vraiment poursuivre ce développement. Maintenant, comme on dit, il est possible que mes appétences changent, mais pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment mon intuition, ce que je sens au fond de moi, là, ce qui brûle. Et ta deuxième question... Sur le moment présent, ouais. Tu veux que je rebondisse sur ça et puis après on fait la boucle. Ok. Donc, moi, pareil, en fait, c'est marrant que tu dis ça parce que moi, c'est exactement la même chose. La seule chose que je peux dire, en fait, parce que j'ai du mal à m'imaginer dans 10 ans, pour moi, 10 ans, c'est très loin parce que de mon expérience personnelle, chaque année a été comme 10 ans, en fait. Chaque année de ma vie, là, on va dire de ma vingtaine jusqu'à maintenant, là, j'ai 28 ans. Chaque année, j'aurais jamais imaginé que la vie puisse changer autant, en fait, en une année. Du coup, j'ai du mal à me projeter 10 ans parce que 10 ans, je me dis, wow, mais il y a tellement de choses qui vont changer que j'ai du mal à visionner, à avoir une vision. Et la seule chose que j'ai en tête, c'est les enfants. Tu vois, pour exemple, c'est comme toi. Moi, je me dis simplement, dans 10 ans, j'espère, en tout cas, j'aimerais avoir le plus d'enfants possible. Tu vois, donc on verra ça avec ma compagne. C'est elle qui aura le dernier mot. Hein. Mais c'est d'avoir le plus d'enfants possible, tu vois, d'agrandir la famille. Pour moi, c'est quelque chose qui a pris beaucoup d'importance. Et on va dire, les visions que je me fais, c'est plus 1 an, 2 ans. Tu vois, c'est plus 1 an, 2 ans. J'aime bien faire cet exercice-là. C'était un des tout premiers podcasts que j'avais fait justement avec Nicolas Mercadier, où on s'était calé en Australie, je me rappelle, pour parler un petit peu. Et c'était un exercice que je me rends compte que je faisais souvent. C'était d'imaginer ma vie. C'est un peu hard comme ça, mais de se dire je vais mourir dans 2 ans. Tu vois, c'est de dire je vais mourir dans 2 ans. Parce que 2 ans, j'aimais bien cette fenêtre-là. Parce que ça te donne le temps de faire quand même pas mal de choses. Tu vois, tu peux faire quand même pas mal de projets. C'est pas comme si, tiens, tu vas mourir la semaine prochaine, qu'est-ce que tu fais? Bah tiens, ça a pas de sens, en fait, dans ta vie de tous les jours. Mais 2 ans, je trouvais ça bien. Parce que tu te dis, j'ai pas de temps à perdre non plus. Et en même temps, il faut quand même que je réfléchisse à comment faire en sorte que les personnes que j'aime puissent continuer leur vie de la meilleure des manières possibles. Comment je vais quand même créer quelque chose le temps que je suis là. Ça me demande de la réflexion. Et du coup, je dirais que c'est les visions que j'ai plus de ce que je veux être. C'est plus dans les 1 an, 2 ans, tu vois, ces objectifs-là. Et je sais que si je continue à avoir cette vision-là, tous les 1 an, 2 ans, dans 10 ans, je serai à un endroit que j'imagine même pas, en fait. Parce que c'est très dur d'avoir cette vision dans 10 ans, etc. Voilà, un peu pour répondre à la question. Ouais, vas-y, à toi. Je rebondis une dernière fois sur ce que tu disais, le fait que c'est difficile de se projeter à long terme. Et je suis totalement d'accord avec toi. Et une des choses que je faisais quand j'étais plus jeune et que je fais encore, c'est, par exemple, j'avais 12 ans. Il y avait un moment fort visuellement. Par exemple, j'étais en nature, dans un endroit assez calme. Je voyais quelque chose, un animal. Et je me disais, ça, c'est une capsule temporelle. Souviens-toi-en. Est-ce que tu t'en souviendras plus tard? Et l'autre chose, c'est... rappelle-toi de qui tu es maintenant et essaye de communiquer avec ton futur toi. Et du coup, maintenant, par exemple, j'ai 29 ans. Je me souviens de ce souvenir quand j'avais 12 ans, en camp de vacances, où je m'étais lancé cette petite capsule temporelle en me demandant ce que j'allais devenir. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est vraiment difficile de se projeter. Et je me souviens aussi d'où je suis venu. Et je trouve que c'est pas mal, c'est que ça te relie aussi à tes origines, à tes racines, qui tu es. Et je continue un peu à faire ce petit jeu de c'est marrant, c'est vraiment marrant. Je dois rebondir quand même sur ça parce que moi je pensais que j'en ai jamais parlé en plus, je pensais que j'étais un peu fou de ça, mais moi je me faisais exactement la même chose, tu vois. Et je sais que j'ai des sortes de petites capsules temporelles comme ça que je me faisais, et ça remonte vraiment. J'ai
des visions où je suis en primaire, tu vois, donc c'est en primaire, je sais plus quel âge j'avais, mais tu dois avoir, je sais pas, 8-9 ans quand t'es... je me rappelle me poser à des endroits et de me dire, rappelle-toi de ça toute sa vie, tu vois. T'as une situation qui se passe, je regardais, je me disais là, essaie de faire en sorte que tu n'oublies jamais ce moment-là, tu vois. Et j'en ai plusieurs comme ça, que je me souviens, et du coup, c'est vrai que des fois, j'y repense un peu, et je me dis, ouah, c'est fou quand même la vie, à quel point je me rappelle, en fait, en te rappelant du moment, tu te rappelles de comment tu étais dans ta tête, tu vois, et tu te rappelles de comment tu voyais le monde à ce moment-là. Et du coup, ça te reconnecte à quand même d'où tu viens et ce que tu as fait avant. Et tu dis, c'est quand même incroyable, quoi. Je me souviens m'asseoir à un endroit et tous les détails. La cour de récréation avec l'arbre, avec quelle personne jouait à quel endroit. Les odeurs. Ouais, je me souviens de tout. Mais exactement, je me rappelle en me disant, voilà, ce moment-là, tu l'oublies pas et on verra plus tard. Et je savais même pas pourquoi tu te lances ce défi-là, tu vois, t'as 8-9 ans, tu sais même pas pourquoi tu fais ça. Et maintenant, du coup, du fait que tu me dis ça, je trouve ça fou quand même qu'on ait fait la même chose au final. Ouais. De toute façon, moi, ça m'étonne pas parce que le gros point commun que vous avez là-dessus, on en avait parlé, c'est le côté vision. C'est pour ça que je vous ai un peu challengé là-dessus, parce que j'ai vu que c'était vraiment ce côté vision, c'est un gros point commun que vous avez tous les deux. Parce que justement, quand je t'avais un peu challengé sur ton Ikigai, on était parti pas mal là-dessus. On peut le reprendre un petit peu rapidement, mais le premier pilier, c'est ce que tu aimes. Et du coup, moi, je t'avais fait un peu l'exercice d'aller voir là où tu étais bon quand tu étais petit, justement, et tu avais eu du mal à aller chercher, justement, vraiment tes compétences. Et là, quand on avait fait cet exercice avec Nico, il m'avait dit, moi, j'ai l'impression que j'aimais bien, tu sais, les trucs inventeurs, l'invention, etc. Et du coup, on avait vu que c'était plus cette sensibilité-là. Moi, ça allait être plus raconter des histoires, c'est plus là où je suis bon de base. Et après, en fait, ça construit toute notre trajectoire. Et c'est pour ça qu'on revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure. Faut surtout pas essayer de s'identifier à 100% à une personne. C'est chacun a sa vie, chacun a son parcours. Et c'est ça le plus important. Et c'est en écoutant ce genre d'échange que vous pouvez encore plus évoluer et comprendre certaines choses. Mais est-ce que du coup, tu as fait un peu l'exercice depuis dimanche, un peu de savoir vraiment profondément ce que tu aimes au plus profond de toi, si, je sais pas, déjà moi j'aime bien cette question, si demain, là t'as pas besoin de gagner d'argent, tu fais ce que tu veux, qu'est-ce que tu ferais dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui t'anime au plus profond de toi-même? Ok. Alors, si je reprends par rapport à, tu disais quand j'étais petit, c'est vrai que j'ai du mal à mettre un point là-dessus sur qu'est-ce que j'aimais ou sur quoi j'étais bon. Je pense que c'est pas forcément la même chose. Ce sur quoi je pouvais être bon, c'était peut-être créer. Parce que j'avais plutôt le tempérament de rêveur à me faire tout un monde dans la tête. Et créer, inventer, construire. J'aimais bien le processus de construction, d'avoir des petits blocs et d'arriver à quelque chose de sympa, que ça soit esthétiquement, que ça soit utile. Et ce que j'aimais, c'était tout ce qui est un peu épopée. Donc, je disais que j'aimais bien lire, mais ça peut être pareil pour les dessins animés, les films ou les jeux vidéo. C'est le chemin, le périple, l'épopée où tu pars petit naïf et tu dois traverser des obstacles. J'aime beaucoup la difficulté, la résilience, l'effort. Et c'est peut-être pour faire un petit rebond sur pourquoi j'ai peut-être moins investi les figures en calisthénie, c'est peut-être que physiquement, même si c'est un effort de force, c'est très intense, ça va pas être le même que je peux avoir quand je fais des répétitions longues ou du cardio, où là, il y a ce côté un peu défoulement et c'est une autre forme de résilience. Et là, je suis obligé de rebondir parce que je me vois exactement dans toi sur ce côté-là. Je crois que c'est un gros point commun avec l'endurance. C'est que je trouve que l'endurance, tu as le temps, en fait, de te sentir dans la difficulté parce que c'est long et tu sens ce fameux storytelling, cette fameuse histoire, tu la sens venir. Et je pense que moi, c'est ce que j'ai envie, j'irais plutôt sur des trucs comme ça avec l'ultra trail et tout, c'est encore plus puissant parce que pendant des kilomètres et des kilomètres, tu as le temps de voir l'histoire avancer. Et moi, c'est pareil, on revient là-dessus. Moi, ce que j'aime, c'est ça, ouais, c'est raconter des histoires, mais aussi les vivre. Et c'est pour ça, moi, je suis comme toi sur les figures, ça me parle un peu moins parce que c'est plus étape par étape, mais j'ai pas cette sensibilité qui est comme cette fameuse résilience. Voilà. C'est ça qui m'anime énormément avec l'endurance, que c'est un effort beaucoup, beaucoup plus long et puis il peut se passer plein de choses. Il y a des hauts, il y a des bas et à la fin, t'es vraiment content d'avoir démarré d'un point A et d'avoir fini à ce point B. Alors que ouais, avec les figures, je le vois un peu moins. Donc ouais, ça c'est plutôt intéressant.
Petit aparté du coup sur l'ultra-endurance. Donc là, c'est exactement comme tu dis, je trouve que c'est un peu à l'image de la vie. À la différence de quand tu vas courir 10 km ou un semi, souvent ton énergie, elle va faire que diminuer. Là où pendant l'ultra, tu peux avoir des moments, il y en a beaucoup, où les gens ils disent « Ah mais je vais abandonner, c'est pas possible ». Puis toi, tu es là pour les remotiver. Tu dis « Non, tu lâches pas, fais le kilomètre avec moi. Ensuite, au prochain, tu lui dis « Continue avec moi ». Et en fait, ça se trouve, dans 1 heure, 2 heures, il se sentira mieux et il recommence à reprendre de l'énergie. Ça, c'est assez fort. Un peu comme il y a des moments dans la vie, on a des moments où on n'est vraiment pas bien. On peut être en manque d'énergie, on peut être déprimé, on peut manquer de sens, mais on s'accroche et en fait, le lever de soleil, il est pas si loin qu'on ne le pense et derrière, on est reparti vers une nouvelle aventure. Et pour revenir par rapport du coup à petit, vivre vraiment ce côté aventure. Je voulais être un peu le héros de mon histoire qui démarrait sans compétences, sans rien, et qui apprenait par la difficulté, par les obstacles. Ça, je pense, c'est quelque chose qui m'a toujours inspiré et animé à travers les histoires, les récits ou les films. Et d'ailleurs, je me souviens, encore petit, là j'avais 5 ans, j'étais triste et j'expliquais à mes parents, moi j'aimerais bien aller combattre des dragons. J'avais ce côté un peu, je relevais des challenges. Et je pense que c'était ancré depuis petit. Je pense que j'avais besoin de me prouver des choses et de nouveau de casser des croyances limitantes qui pouvaient être personnelles. Et puis aussi peut-être de cette fois, au lieu d'être inspiré, de pouvoir redonner la balle aux autres et inspirer les autres, leur donner le premier éclat, la première motivation qu'ils vont faire. Ils vont faire le premier pas vers ce qu'ils aiment eux et ils vont se lancer dans des choses qu'ils ne pensaient pas capables de faire. Donc, est-ce que peut-être là où tu es... en fait, donc le deuxième pilier de l'ikigai, est-ce que là où tu es bon, moi je dirais en fait c'est ta faculté en fait à t'adapter au challenge et à être résilient tout simplement. Parce que on en parlait, et c'est ce qui se perd de plus en plus, c'est que les gens ils ont du mal à aimer un peu l'effort en fait tout simplement. Et toi, t'as rapidement fait le lien et du coup t'es devenu bon dans toutes ces choses-là d'endurance parce que le premier pilier, tu l'as bien acquis, c'est j'aime quand même la difficulté. Et après, ça s'est transmis vers tout ça. Je pense que c'est le lien. Et parce que ce que tu me disais, c'est que toi, en endurance, t'es pas bon de base. T'es plus quelqu'un de... C'est pour ça que t'es très musculeux et t'as un bon gabarit. Parce que t'es plus quelqu'un de nerveux, d'explosif de base, c'est ça? Je pense. Alors, je suis pas... je dirais pas non plus que j'ai des facilités, mais par contre, je suis clairement moins désavantagé en résistance qu'en endurance. Okay. Ça, c'est sûr. Et pour rebondir sur ce que tu disais, la difficulté, c'est vrai qu'en fait, le premier lien, ça n'a pas été dans le sport, c'était avec l'école. Ouais. L'école, je l'ai subi jusqu'à très tard, jusqu'à la fin du collège, parce que de ce tempérament rêveur, là, on est dans un podcast, c'est super interactif. Mais quand un prof ou une prof parlait à la classe ou dans un amphithéâtre, je déconnectais totalement, je me sentais pas concerné. En plus, les cours, c'était pas quelque chose qui... Voilà, moi, je voulais faire des aventures. Je voulais pas avoir juste un cours qui était peut-être plus morne à mes yeux. Et en fait, j'ai eu un déclic vers la fin du collège où je me suis dit 2 choses. C'est une véritable chance, l'éducation. Ça serait bête que tu la gaspilles. C'est-à-dire que ça s'est passé à l'école, mais ça s'est passé pour plein d'autres choses. Si j'étais pas aligné avec ce que je faisais, et je désinvestissais totalement. Et notamment les sports que j'ai pu faire petit. Mes parents, je pense que c'était de très bonne intention. Ils voulaient que je socialise avec d'autres personnes, puis je puisse faire un peu d'activité physique. Mais en fait, comme c'est pas forcément des choses qui m'animaient, le feu dont on parlait, j'ai pas trop investi. Et les cours, c'était pareil. Et du coup, à ce moment, je me suis dit, l'éducation, c'est une chance, saisis-la. Et 2, tu passes 8 heures en cours tous les jours. Au lieu de souffrir, apprends à aimer. Apprends à aimer quelque chose que, 1, t'es en galère parce que t'arrives pas à te concentrer. Et 2, c'est quand même dommage de gaspiller autant et de subir un peu ta vie. Là, t'as pas le choix, c'est comme ça, il faut passer par là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à investir. Et je me suis dit, j'apprends à aimer chacune des matières.
Un peu comme l'endurance et la force, il y en a peut-être une où tu es vraiment en difficulté, bah c'est pas grave, on les fait toutes. Et ensuite, mon but, ça a été un peu cette quête de progression, de transformation. Je voulais majorer chacune des matières et à la fin, donc après le lycée, une fois que j'avais en gros atteint mon objectif, c'est on va où maintenant? Alors je voulais me garder un maximum de portes ouvertes, donc je me suis dirigé vers le métier d'ingénieur parce que de nouveau, je savais pas forcément ce que je voulais faire. Et l'autre chose, c'est dans quelle direction on prend? On prend la plus difficile. Quelle est la matière qui me demande le plus d'efforts, dans laquelle je galère le plus pour avoir un 20? Les maths. Ok, on va là-dedans. Ensuite, dans la filière mathématique, quelle a été la plus difficile? C'est celle qui avait un faux, c'était une option en plus. Et en fait, tout le long, si je regarde un peu mes choix, ça a tout le temps été pareil. Et dans le sport, c'est pareil. C'est quand j'ai commencé à courir, alors que j'étais un enfant relativement petit, j'étais assez actif. On était dans un quartier résidentiel avec un parc, il y avait des amis, j'étais beaucoup dehors. Donc j'aimais déjà passer du temps à l'extérieur et courir. Et malgré ça, si tu veux, les crosses qu'on fait quand on est tout petit, j'étais clairement dans la deuxième moitié. Et en 2016, quand je commence à courir, mon premier 10 km, je dois mettre 1h30. Vraiment, genre la PLS totale. Et pas seulement du déconditionnement. C'est-à-dire, tu as des points faibles, c'est simplement parce que tu les as pas investis. Et tu as des points faibles, c'est juste parce que tu mets beaucoup plus de temps à progresser là-dedans que les autres, parce que bah, voilà, génétiquement ou socialement ou culturellement, ça matche moins. Et là, j'avais trouvé mon truc. J'ai dit, ah ouais, c'est vraiment une galère totale. Est-ce qu'on peut pousser ça à l'extrême? Ah bah tiens, il y a l'ultra-endurance. Go là-dedans. Et pour se rajouter un peu de difficulté, on va faire de la musculation comme ça, je vais être plus lourd. Je me rajoute des bâtons dans les roues comme ça. C'est un peu comme quand on est petit, on fait dans les jeux vidéo, on parle de durée de vie du jeu. T'as des jeux qui se font très rapidement, et puis t'en as d'autres qui sont plus justement l'aventure, le shonen, où là tu te dis ah ouais, il faut que j'y passe bien 150 pour finir le game. Et là c'était vraiment cette idée, c'était comment je fais en sorte que ça soit le plus difficile pour moi et que je fasse durer cette expérience pour continuer à apprendre tout le long, que je continue à avoir des obstacles, des dragons sur le chemin. Et c'est comme ça que c'est super intéressant. Ouais, bah, tu vois, je pense que c'est marrant parce que du coup, on a un autre point commun sur ça, sur le fait d'avoir un petit peu subi l'éducation, l'école, on va dire, classique, etc., les cours où tu restes assis pendant très longtemps. Moi, ça, c'était une torture pour moi, vraiment. Et en fait, c'est là, je vois où au final, on s'est servi un peu du même moteur, je trouve. Moi, je pense qu'un des plus gros moteurs qui m'a poussé à être qui je suis maintenant, à entreprendre, à avoir de l'ambition, etc., c'est l'école. C'est le fait d'avoir eu aucun sens pendant... t'imagines, c'est pendant 10 ans de ta vie, on va dire, tu vas avoir... aucun sens pour moi, tu vois, jusqu'au lycée où tu te dis, voilà, là c'est parti, c'était une torture, moi c'est lundi matin, allez, là on part sur 2 heures de maths, après on a 2 heures de français, après on a 2... Et se dire, voilà, je vais être assis, je vais devoir lutter pour pas m'endormir, je vais devoir faire semblant que je regarde ma feuille, mais en même temps je ferme les yeux. J'ai des techniques pas possibles pour essayer de dormir sans se faire engueuler. Parce que juste à ces moments-là, justement, moi j'attendais qu'une chose, c'est que ça finisse, que je puisse aller justement... pratiquer mon sport du moment, tu vois, que ce soit le foot, le basket, le volley, etc. J'aimais bien jouer à plein de choses. Tu rentres, t'es éclaté, il faut que tu dormes, t'es jeune, donc t'as besoin de dormir beaucoup, et là t'as le réveil à je sais pas quelle heure. C'était vraiment une torture pour moi, surtout plus jeune en plus. J'habitais un peu loin, moi j'étais à la campagne, j'ai vécu beaucoup à la campagne. Du coup, j'avais 1 heure de bus tous les matins, 1 heure de bus tous les soirs, etc. Combiner tout ça, je devais me lever, il faisait nuit tout seul avec mon cartable tu vois, en attendant le bus. Et puis je suis hyper stressé, donc il fallait que j'arrive en avance, donc j'arrive 15 minutes avant, je perds encore plus de temps. Donc c'était, tu vois, beaucoup de temps de réflexion déjà en fait. Je pense que la réflexion elle a commencé là. Elle a commencé en attendant le bus, en étant dans le bus, à être à table, tu vois, à écouter le prof et se poser des questions. Et tout ça en fait, ça crée une frustration énorme pendant des années, tu vois, c'est des années, donc c'est dur en tant qu'enfant quand tu te construis, etc. Et du coup au final moi c'est toute cette frustration, cette énergie que toi, peut-être, justement, au final, tu as choisi un angle différent. Toi, tu as choisi le côté de, ok, je subis, donc c'est quoi? Je vais faire un travail sur moi pour ne plus le subir. Donc, je vais chercher des trucs même encore plus durs et je vais me prouver que je peux aimer, au final, ce processus, même si c'est dur, même si c'est douloureux, même si c'est de la souffrance, etc. Et moi, je trouve, j'ai sûrement pris une porte différente qui est justement, je veux mettre toute mon énergie pour ne plus avoir à faire ça, tu vois. Justement, je voulais justement ne plus jamais avoir à m'asseoir devant quelqu'un et qui m'intéresse pas, tu vois, et écouter pendant des heures comme ça et perdre du temps, tu vois, enfin de tout ça, je voulais justement, c'est ce qui m'a donné l'énergie de faire des choses dures mais d'une porte différente, tu vois. Où du coup, je savais que si je voulais être capable de ne plus avoir faire ça, il fallait que je me construise en tant qu'homme. Il fallait que je fasse des choses dures, que je prouve des choses, tu vois, c'est ce que tu as dit, tu vois, de se prouver des choses. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important.
Parce que quand maintenant on pousse absolument tout le monde à dire vous avez rien à prouver, tu sais, on fait pas pour les autres. Non, on a des choses à prouver. Comment tu veux te construire en tant qu'homme si tu prouves rien? Comment tu peux te dire que tu vaux quelque chose si tu l'as jamais prouvé? C'est comment tu peux avoir confiance en toi? Voilà, tu peux pas avoir confiance. Tu peux dire moi je peux courir un marathon en moins de 2 heures. Tu sais, tu peux te le dire, moi j'ai rien à prouver, je vais pas le faire, mais je sais que je peux le faire. Ça a aucun sens en fait, c'est du mensonge. Donc tu dois te prouver des choses, étape par étape, tu dois faire des choses dures, etc. Mais du coup, c'est marrant qu'on ait tous les deux en fait eu un peu cette même porte d'entrée et qu'on ait eu des choix totalement différents au final, mais qu'au final on se retrouve quand même à la fin. Tu vois, on se retrouve parce qu'au final on a les mêmes principes, les mêmes, tu vois, on a la même humilité par rapport au sport, le respect par rapport aux règles, etc. Le goût de l'effort, la discipline, c'est des choses qu'on a retrouvées derrière, mais des portes différentes. Tu vois, moi c'était une motivation de me renforcer en tant qu'homme pour ne plus avoir à y faire, et toi tu as choisi de rentrer dedans pour justement te renforcer aussi. Et c'est intéressant, justement, parce que ça, ouais, moi je suis plus du courant de Tom là-dessus sur, ok, on m'impose quelque chose, mais je vais tout faire pour essayer de l'apprécier. Et Nico, lui, va être plus, ok, il y a un système comme ça me plaît pas, bah, je vais sortir de ce système-là, je vais être déviant et je vais réussir à faire que des choses un peu que je vais plus apprécier, qui ont plus de sens pour moi. Et du coup, c'est bien d'avoir les deux exemples. Parce que nous, des fois, on peut avoir du coup tendance, je trouve que c'est pas la vie la plus agréable comme sur le long terme. C'est un peu ce qu'on aime bien, comme on disait, on aime bien souffrir, on aime bien la douleur, etc. dans le sport. Mais du coup, on peut vite aussi la répercuter dans notre vie. Mais du coup, on contrôle plus rien en fait. Il y a quelqu'un au-dessus qui nous contrôle, on est dans un système qui nous contrôle. On est là, ouais, mais on va aimer, on va apprécier, etc. Mais je trouve que plus ça, moi à un moment ça me pèse et peut-être sortir un peu de ce système. Enfin, ouais, j'aime bien ce mot un peu système, voir. Attends, il y a peut-être un autre modèle qui me correspond mieux. Et en plus, vu que j'ai développé cette force de résilience et d'adaptation, quand je vais être dans un système qui me correspond mieux, mais là, t'exploses et tu deviens trop fort. Exactement, ouais. Et c'est là où je pense, nous, on rejoint Nico du coup après. Ouais. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, j'ai l'impression, et Flo, c'est peut-être pareil pour toi, que quand on fait des choses qui n'ont pas de sens et que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti un petit, pendant longtemps, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'avais cette conviction que on peut devenir ce qu'on veut. Si je veux être poète, astronaute, pêcheur, peu importe. Mais par contre, j'avais pas cette intuition, ce drive qui me faisait aller dans une direction. Et du coup, en plus, je subissais les contraintes, donc là, scolaires. Et pour moi, le problème, c'était pas dans le système, c'était aussi moi, comment je le vivais. Et j'ai l'impression que par contre, au moment où tu trouves ton sens, c'est une explosion, c'est un véritable réveil pour des personnes comme nous, parce que les autres, n'ayant pas trop subi ou elles ont pu cultiver, récolter des choses pendant ces moments-là, bah nous, tout ce qu'on n'a pas pu faire avant, c'est comme si tout d'un coup, waouh, c'est un véritable volcan qui se réveille. Et exactement, mais je pense que c'est important que tu as dit ça, vous avez tous les deux repris le même terme, là, la notion de sens, parce que pour moi, c'est pas vraiment à travers la souffrance ou la douleur, c'est plus le sens, tu vois. Donc c'est plus qu'en fait, toi, vous êtes allé chercher un peu plus votre sens à travers la douleur et la difficulté, tu vois, de l'effort long, aller dans ça. Et moi, j'ai pu trouver le sens d'une autre manière. Mais au final, tout ce qu'on a cherché, c'est du sens, en fait. Parce que ce qui nous a fait mal au départ et ce qui nous a frustré énormément, c'est le manque de sens. Et c'est simplement d'arriver à trouver son sens. Parce qu'après, moi, je me ressens aussi quand même pareil. J'ai un peu l'impression d'avoir traversé un peu le même chemin que vous parce qu'il y a eu aussi beaucoup de souffrance, de discipline, de travail, tu vois. C'était, tu vois, on bosse beaucoup, on rêve beaucoup, on prend beaucoup de risques, tu vois. Donc on se met dans des situations vraiment très inconfortables où il faut performer, tu vois. Il faut être là, que ce soit d'un point de vue sportif, d'un point de vue entrepreneurial, etc. Il faut être là. Donc il y a de la pression, donc il y a de la souffrance, donc il y a des enjeux. Mais d'une manière différente, tu vois. D'une manière différente où bah, tu peux simplement rentrer dans la notion dure comme vous faites là, plus à travers les efforts longs. Ça, je pense que vous avez totalement raison. Les skills, la force, etc., ça n'a rien à voir avec l'endurance, avec les efforts très longs. Il y a une notion mentale, psychologique qui est totalement différente et c'est là où vous vous renforcez. Mais du coup, au final, c'est ça qui est chouette, je trouve, c'est que même en prenant des routes complètement différentes, on est sur la même au final. On est sur la même, peut-être d'une manière différente. Je sais pas comment dire, tu vois, c'est comme si on n'utilisait pas le même transport, tu vois, il y en a un train, une voiture, mais on est quand même sur la même voie en fait, on va au même endroit. Et pour moi, si on dézoome, c'est tout à fait normal parce que si on est un peu plus méta, vraiment on dézoome totalement,
là, on a bien compris qu'on est juste, à notre échelle, on est tout, mais à l'échelle un peu de l'univers, on est juste un petit grain de sable. Donc déjà, ça peut tilter. Tu fais, wow. Bon, ça, quand tu comprends tout ça, tu vois, tu deviens un peu conscient là-dessus. Tu fais, ça, il peut y avoir 2 étapes. Mais souvent, la première étape, ça peut être un peu de l'incompréhension, un peu de la souffrance, etc. Donc, c'est obligé que tu cherches des réponses. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois un peu cette quête de sens. C'est OK. Là, je comprends pas tout dans cet univers, machin. Je suis pas bien, ça m'atteint un petit peu en fonction de la psychologie de chacun. Moi, je sais que ça m'atteindait énormément. Donc, je suis allé chercher des réponses. Et les réponses qui m'ont le plus aidé, c'est juste d'être dans l'action et de partir, par exemple, à l'étranger. Je trouve que ça, partir à l'étranger, boum, tu comprends beaucoup plus de choses rapidement. Après, tu reviens. Moi, quand je suis revenu en France, j'étais un peu une nouvelle personne là-dessus, un peu plus apaisée. Et j'ai compris aussi qu'il y avait des choses qui me dépassaient, qu'il y avait des choses que j'allais pas comprendre dans l'univers, etc. Mais j'étais en paix avec ça. Et maintenant, OK, je me concentre sur moi, sur ce que je peux, sur ce que je peux contrôler. Et en fait, j'ai dépassé un peu ce truc qui m'atteindait un peu quand je suis devenu conscient. Et après, j'ai fait, putain, c'est une chance d'être conscient de qui on est, de un peu, on va essayer d'explorer le monde, comprendre un peu tout ce qui nous entoure. Et là, on sent que c'est une quête infinie, comme tu disais, avec l'éducation, etc. Et moi, ça, je trouve que c'est l'étape qui m'a animé le plus. Je trouve, voilà. En tout cas, au début, c'est un peu ça. C'est ignorant. Tu deviens conscient, ça te fait trop mal. Tu vas chercher des réponses. Et là, le jeu, il est fou, quoi. Une fois que tu as un peu des jeux. Je sais pas si... Je rebondis totalement sur ce que tu dis là. Je pense que le voyage et la confrontation aux autres cultures, c'est un autre réveil. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire très tôt parce que mon papa, il est expert en sécurité des grands barrages. Du coup, il devait voyager pas mal et il nous prenait. Du coup, j'ai pu aller en Égypte, au Sénégal, en Norvège, en Suède. Enfin, quand j'étais petit, on a fait une vingtaine de pays pendant parfois plusieurs semaines. Et au début, c'était très... Un peu comme tu disais, la conscience, c'était très... ça sortait du confort. Surtout que moi, je pense que j'avais besoin de repères, j'avais besoin de stabilité. Donc, d'être confronté à des repères qui étaient totalement différents, une autre façon de fonctionner des gens, c'était un peu... ça me désarçonnait, voire même ça pouvait m'inquiéter. Et je pense, par contre, ça a été le terreau de ce qui m'a permis ensuite, durant ma scolarité, de me dire, OK, là, en fait... T'as vraiment quelque chose à investir, c'est une chance, pas tout le monde peut l'avoir, donc ça te donnera des possibilités à l'avenir. Et l'autre chose par rapport à la quête du sens, moi je me souviens en seconde, j'avais lu des bouquins de Camus, puis il était un peu dans ce courant où justement l'homme était perdu, un peu justement en réalisant qu'il était rien dans ce monde et puis que dans plusieurs générations en fait tout de lui et même peut-être de sa famille sera oublié, qu'il laisserait pas vraiment de traces et c'est un peu ce qui me faisait réaliser, OK, c'est à moi de trouver mon chemin, un peu comme si jusqu'à maintenant je suivais, alors que je savais que je pouvais faire des choses, mais j'étais plus un peu dans je subissais, et à un moment c'était, en fait, non, je peux choisir, il faut juste que je m'en donne les moyens. Et là, ça a donné beaucoup de force, et ça m'a permis de m'approprier ce que je faisais, notamment les contraintes. Parce que là, par exemple, je dis que j'ai subi le fait d'être 8 heures en cours. Puis vous pourriez me dire, ouais, mais tu fais 30 heures d'entraînement par semaine, ça c'est super contraignant. Là. Mais en fait, c'était le fait à partir du moment où j'y voyais une utilité et que ça me permettait de développer la personne que j'étais et de grandir, là tout d'un coup, je suis prêt à tout faire. En fait. Ça, c'est toujours le sens. Tu vois, on aurait toujours la même chose. C'est juste, on peut faire ce qu'on veut, ça peut être aussi dur, ça peut être peu importe la pratique. Tant qu'elle a du sens pour toi, et c'est juste pour toi en fait. C'est-à-dire que moi, peut-être que je vais regarder ça, je vais dire, oh, mais ça n'a aucun sens, pourquoi il fait ça? Regardez, il travaille toute la journée, enfermé dans le noir sur un projet, on sait pas ce qu'il fait, etc. Ça n'a aucun sens pour moi, mais tant que la personne qui le fait trouve du sens à ça, et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est magnifique, je trouve, c'est que chaque personne, tant qu'elle a une idée en tête, tant qu'elle a une vision et un objectif dans la tête, il y a tout qui passe en fait après. Et c'est ça, je trouve, qui est plus le problème en ce moment, c'est que on a mal à trouver ça. Ouais. On a mal à trouver un sens. Et du coup, quand t'as aucun sens, quand t'as rien qui vraiment te donne envie, et bien en fait, tu fais rien dans ta vie. T'es là, t'es à subir, tu manges quand on te dit de manger, t'écoutes quand on te dit d'écouter, tu fais tout, tu vois, t'es juste un suiveur, t'es un mouton, tu regardes, et puis peut-être que tu réaliseras, tu prendras conscience, tu vois, trop tard. Et là, c'est douloureux, c'est très très douloureux, quoi, parce que tu te dis, j'avais l'option, comme tu dis, j'avais la possibilité de faire des choses.
de sortir de cette voie simplement de suiveur, et je l'ai pas fait en fait. Et ça passe simplement par la prise de conscience. C'est le truc, ça peut passer que par. C'est ça que j'aime beaucoup à travers la philosophie, c'est que à chaque fois dans la philosophie, peu importe même les courants de pensée ou quoi, tu apprends que tu peux te libérer ou tu peux sortir en fait de quelque chose qui n'a pas d'issue simplement en prenant conscience. Ça veut dire que tu prends simplement conscience qu'au final tu n'as pas vraiment de choix, et c'est ce qui te permet au final d'avoir des choix derrière. Tu vois, donc c'est un peu un paradigme un peu complexe. En gros, c'est un peu ça, c'est l'expression, il faut avoir conscience que tu as des chaînes pour être capable après de te les enlever. Exactement. Mais souvent, ces chaînes, ils sont invisibles, et c'est juste soit parce que, oui, t'as pas fait des choix assez difficiles, du coup, tu es dans une entreprise que pas forcément qui sont alignées avec tes valeurs, etc. Et en fait, oui, tu te sens totalement enchaîné. Et c'est là la grosse difficulté de passer l'étape. Et moi, j'aime toujours prendre cet exemple très, très simple. Moi, ce qui m'a... Et je remercie toujours mes parents pour ça. Les boulots d'été, ils me disent tu vas bosser dans une entreprise à l'usine. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais le travail, on va pouvoir aller faire le pont sur le 3e pilier avec l'argent, le travail. Ça n'a aucun sens. Pour moi, tu es là, tu es sur une chaîne, tu as des surimi ou des steaks hachés. Là, tu es juste une petite partie de la chaîne. Tu as l'impression que tu n'es pas du tout utile. Mais sans toi, en fait, le produit final, il pourrait pas sortir. Mais c'est juste, moi, j'ai du mal à trouver du sens quand j'ai pas le projet de A jusqu'à Z. Moi, j'ai besoin de voir le début et voir la fin. Et de me dire, OK, on a fait tout ça ensemble, que soit tu l'as fait tout seul si tu es tout seul, ou soit on l'a fait ensemble quand tu es une équipe. Et ça, pour moi, ça a énormément de sens pour moi. Et du coup, je vais te le lancer un peu sur cette chose-là, sur un peu le 3e pilier. Toi, c'est quoi un peu ta définition du travail et c'est quoi un peu tes ambitions un peu là-dessus? C'est pas évident de définir le travail, mais par contre, sur ce que tu disais, la direction que je souhaiterais prendre, j'aimerais que ça soit un travail passion. Ouais. Parce que c'est là où tout d'un coup, pour certains, ils considèrent pas ça du travail parce que tu y prends du plaisir. Et moi, je trouve que c'est là où, si on a la chance d'arriver à atteindre ce niveau, c'est formidable, quoi. Du coup, juste pour ça, ton travail, c'était dans la tech? Ouais. Tu fais ton... Du coup, moi, je suis ingénieur en data science, tout ce qui est machine learning. Ouais. Du coup, intelligence artificielle, vous avez dû voir ChatGPT et d'autres. Et après mes études, j'ai fait 2 ans dans une start-up pour la santé des personnes âgées, des personnes âgées, suivre leur santé. Et ensuite, je me suis dit, c'est quand même trop dommage, ta passion, c'est le sport. Même si les débouchés sont plus difficiles, financièrement, voilà, ça peut être compliqué. Ça serait quand même bien que tu essayes de développer là-dedans. Et du coup, je me suis orienté avec mon profil vers du coup une thèse, un doctorat en sciences du sport avec Salomon, qui est à Annecy, pour le trail running. Et du coup, je travaille sur la recommandation d'entraînement en trail running. Ok. Oui, je pensais que tu étais encore sur un doctorat de quelque chose d'autre. Non. Donc, tu as déjà commencé à réorienter un petit peu et faire le pont à travers ça. C'est ça, depuis novembre dernier. Génial. Du coup, c'est ça en fait. C'est ça que je trouve super intéressant, c'est que tu viens joindre cette ikigai, quoi. Tu vois, on a fait le premier côté passion, ce dans quoi tu es bon justement, et là tu commences à retrouver au final de pouvoir générer de l'argent, avoir une situation financière stable en liant ces cercles-là, et du coup c'est ce que tu es en train de faire maintenant, donc c'est génial. Ouais. Je suis vraiment content, ça me plaît énormément, puis je suis dans la science du sport, donc ça me passionne. Et l'étape encore supérieure, c'est ce qu'on en discutait avec Flo, c'est ensuite si je pouvais pour vivre, de réaliser mes aventures et les partager pour pouvoir inspirer, ça serait le level up pour moi. Ça serait encore le prochain Mycorn. On revient à ce truc d'aventure, ça, on n'en avait pas trop parlé avec les dragons et tout ça. Je pense que c'est un gros fil rouge de ta vie et c'est intéressant si, oui, à la fin, parce que ton but, je pense, c'est de cocher plein d'aventures. Voilà, comme tu dis, un peu comme Mycorn. Et si en plus, tu peux trouver un modèle économique qui subvient à tout ça, mais c'est le goal ultime. Du coup, il faudrait aller rencontrer Mycorn pour voir comment il a créé son entreprise là-dessus. Mais non, mais c'est très, très intéressant. Ouais. Et ça allie du coup directement aussi le 4e, si on pas passer à la suite, mais ils sont liés forcément. C'est de faire cet aspect financier-là, mais de résoudre un problème dans le monde, tu vois, d'ajouter quelque chose. Donc, qu'est-ce qui serait toi, ton ambition, du coup, de lier en fait ton travail avec quel problème tu aimerais résoudre principalement? Qu'est-ce qui viendrait en fait fermer tout ce cercle Ikigai derrière? Du coup, ça serait ce dont on parlait qui m'anime depuis petit,
Moi, j'ai adoré être inspiré et ce serait de pouvoir inspirer les personnes. Alors, on parlait de Mike Horn, mais pas forcément. Mike Horn, par exemple, lui, il fait des choses dans des terrains assez exotiques. Moi, je serais prêt à relever des aventures peut-être dans des terrains qui sont plus les nôtres, auxquels les gens peuvent s'identifier. L'idée, ça serait, tout comme j'ai essayé de briser les croyances limitantes petit, et je continue un peu à le faire, c'est pouvoir aider les gens aussi à briser les leurs et à faire le premier pas. Donc là, par exemple, simplement de partager ce que je fais dans le sport, je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent merci, je me suis mis à courir, je pensais pas que c'était possible, j'ai fait 2 kilomètres, c'est la première fois que je le fais, ou tu m'as trop motivé, aujourd'hui j'ai fait ma séance alors que je voulais pas, j'étais dans le canapé. Simplement cette flamme, en fait, si tu veux, en moi j'ai vraiment un brasier. il est ultra puissant, mais j'ai vraiment, ça serait très limité de le garder que pour moi. J'ai envie de mettre le feu, mais au sens gentil du terme, à tout le monde, pour que les gens, eux aussi, ils aient cette flamme, ou s'ils l'ont déjà, qu'elle soit plus grande et qu'ils puissent... Et en plus, il y a retour de flamme quand toi, tu as des petits moments un peu plus difficiles, quand tu sens qu'en fait, les gens, ils t'attendent parce que tu es le leader, en fait. C'est toi le leader qui inspire les gens. Donc, si toi, tu montres pas l'exemple, quand tu as des petits coups de mou, c'est un peu faites ce que je dis, mais je fais pas ce que je dis. Je crois que c'est ça l'expression. C'est ce que je dis, mais pas ce que je fais. Merci, Nico. Donc, ça, c'est important. Et surtout, retour de flamme, c'est l'énergie, elle va revenir. C'est que tu donnes et ça va recevoir ce que tu te sens utile et tu sens que t'aides les autres. Et du coup, c'est hyper épanouissant pour toi. Ça, je trouve que d'un point de vue énergie, on pense souvent à énergie en termes de calories très, très mathématiques. Mais il y a aussi l'énergie un peu qu'on contrôle pas, cette fameuse... juste une personne qui te dit ça, qui te dit tu m'as aidé à courir, je trouve que il te donne énormément aussi d'énergie en retour. Ouais, exactement. Tout comme là, d'être avec vous, où on est assez alignés, juste la présence, sans forcément communiquer, je sens que je suis déjà prêt à entreprendre plus de choses. Et ça, moi, j'adore. Et durant le challenge, le fait que des gens viennent, ils ont fait du stop depuis vendredi matin, il y en a un, il a dormi dans la forêt, ils sont venus juste pour participer. En fait, moi, les 100 km traction pompée dips, je les ai pas vus passer. Mais littéralement, je suis sorti du week-end, j'étais là, c'était pas grand chose, mais parce qu'il y avait ces gens, parce qu'ils me donnent cette énergie. Quand on est ensemble, on va vraiment plus loin. Et je pense que on peut faire des dingueries, quoi. Non, c'est une bon mot de la fin, je pense, sur cette notion-là, tu vois, de communauté aussi, tu vois. C'est pour ça aussi qu'on fait ça, tu vois, qu'on peut faire des podcasts ensemble, on échange. C'est pour ça qu'on fait toute l'académie Ikigai, petit logo ici, où justement on essaie de rassembler, en fait, ça, ce que tu as dit, tu vois, c'est juste les gens qui ont les mêmes principes, les mêmes valeurs. Et juste en se rassemblant sur différents aspects, tu vois, il y en a, ça va être vraiment à travers l'entraînement, tu vois, ils vont rejoindre l'académie parce qu'ils veulent vraiment avoir des formations sur l'entraînement, etc. D'autres, ils veulent simplement communiquer avec d'autres personnes, en fait, qui pensent un petit peu comme eux, pouvoir se voir de temps en temps, tu vois, etc. Et ça, je pense que c'est une des choses les plus importantes, au final, comme tu dis, parce que c'est ce qui va déterminer tout, tu vois. C'est quand t'as pas tout ça derrière toi, quand t'as pas des gens qui puissent voir le travail que tu fais, pouvoir échanger, tu vois, avoir, comme tu dis, cette flamme qui se transfère, un petit peu cette énergie qui se transfère. Si t'es tout seul, au final, elle te brûle de l'intérieur un peu aussi, tu vois. Elle peut te faire, elle peut te consumer à toi-même, tu vois. Et surtout, tu peux perdre le sens. Moi, c'est ça aussi, ma rencontre avec Nico, c'est ça aussi. C'est, j'avais un peu tout rempli, tous les trucs de l'ikigai. J'ai trouvé ce que j'aimais. Je suis bon là-dedans. J'ai réussi à créer un modèle économique, comme on en parlait, on pourra en parler encore un peu plus derrière sur vendre des trucs, mais moi qui sont mon expérience. Comme je te disais, au tout début, je voulais faire juste des programmes très bruts, policiers, pompiers, mais non, c'est pas mon histoire, c'est pas ma trajectoire. Fais vraiment ce que tu as vraiment expérimenté. Ça, c'est vraiment important. Donc, ça m'a permis de vivre de cette passion et encore Dieu merci ou quoi, mais après, je l'ai provoqué, toutes ces choses-là. Et ensuite, ça combler mon dernier pilier, c'est quand j'ai eu des retours de personnes qui, ça a marché, tu m'as aidé, j'ai réussi des concours militaires, j'ai réussi des concours pompiers, etc. Là, tu es en train de me faire mon dernier pilier. Mais cette flamme pouvait un peu se perdre parce que c'était du en ligne. Et souvent, on dit, putain, la chance, c'est en ligne. Ouais, mais ce sens se perdait progressivement parce que je me sentais un peu isolé, un peu seul au final. Et que je me dis, mais attends,
on va essayer de créer un truc où on peut en fait tous les gens qui sont alignés avec ces mêmes valeurs, on va se retrouver ensemble parce que j'ai toujours été persuadé de ça et c'est pour ça que j'ai toujours été plus du côté calisthenics en extérieur parce que ça tu le retrouves. Tu rencontres une personne dans un parc qui est totalement débutant mais juste qui a cette flamme de vouloir progresser. On s'entraîne ensemble, on adapte le niveau et moi ça me donne une énergie fou et ça m'anime beaucoup plus et si on peut après le tout réunir au même endroit comme on l'a fait avec l'académie, ça a encore plus de sens et là moi je trouve que cette flamme elle est illimitée et on va aller beaucoup beaucoup plus loin parce que c'est vraiment infini. Donc ça m'anime énormément. Je te rejoins totalement là-dessus. Moi, si tu veux, j'étais assez déconnecté des réseaux jusqu'au confinement. Et je m'entraînais tout seul dans ce que j'appelle ma grotte. En 2019, donc on a déménagé avec ma chérie, on a emménagé et on a un Galta, donc c'est une sorte de comment on appelle, un grenier où j'ai 10 mètres carrés, j'ai pu mettre un petit rack à squat, un bench et puis 2-3 haltères et c'est tout. Et il y a rien. T'as pas de lumière parce que t'as pas de fenêtre. L'hiver, il fait glacial parce que c'est pas isolé. L'été, du coup, c'est cocotte minute, c'est tout l'inverse, il fait ultra chaud. Et j'étais dans le noir comme ça et je me suis entraîné pendant 4 ans comme ça, tout seul. Et j'aurais pu continuer, clairement, c'était pas un problème. Mais il y a un moment, je me suis dit c'était le moment d'aller voir le monde. Et c'est un peu là où, pendant le confinement, je disais, j'ai commencé à regarder des vidéos et c'est marrant, je suis tombé sur Etienne Flo. Et là, moi, ça m'a inspiré. Je me suis dit, mais en fait, t'as quelque chose à partager. Et en tout cas, je l'espérais. J'aimerais que au moins une personne puisse en bénéficier, quoi, parce que c'est le but. Et c'est là où ça a été ultra utile, comme tu dis, pour les autres et pour moi. C'est qu'ensuite, quand tu rejoins des communautés, quand tu échanges sur les mêmes affinités et tu discutes avec des points de vue différents, t'évolues, là, c'est ultra puissant, quoi. Ouais, c'est infini. Ouais. Excellent. Je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais c'est ça, c'est... Ouais. On peut faire le mot de la fin sur ça parce que dans tous les cas après on a la réponse aux questions spéciales du coup pour l'académie. Donc on a préparé des questions avec tous les membres de l'académie là, ceux qui voulaient te parler du coup à toi. Donc là on va se faire une vidéo un petit peu privée où tu vas pouvoir répondre aux questions un peu plus techniques sur l'entraînement. Je pense qu'ils ont des questions un peu plus techniques sur comment s'entraîner, ta routine d'entraînement, les conseils que tu peux leur donner. Ouais, c'est ça, les questions, là, on a voulu vraiment rester large sur le podcast, c'est vraiment notre ligne directrice, c'est l'Ikigai podcast, c'est justement se challenger là-dessus, parce que pour nous, c'est aller chercher la profondeur. On sait que les gens, quand même, ils veulent connaître un peu tes secrets, genre ta nutrition, combien de calories tu manges, comment tu arrives à être fort, à être endurant. Ça, on l'a sélectionné que pour les membres, pour vraiment tout simplement que ça soit plus spécifique et puis les récompenser là-dessus sur tout ça. Parce que c'est ça, la grosse force d'une communauté, c'est vous allez pouvoir... Il y en a plein qui rêvent, je pense, de te parler comme ça, de pouvoir poser des questions. Mais ça aussi, ça mérite... ça se mérite, quoi. Pour moi, c'est là où c'est plus puissant aussi. Eux, ils vont être beaucoup plus attentifs quand ils sont investis. Moi, j'ai toujours cet exemple quand je suis dans un parc de street ou quoi et que la personne, elle vient me poser des questions, mais en fait, elle écoute à moitié. Moi, tu peux pas donner de l'énergie comme ça à l'infini. Il faut que la personne aussi elle a une écoute active et qu'après elle applique. Sinon, je trouve que ça n'a pas trop de sens là-dessus, quoi. Exactement. Et c'est parti. Merci en tout cas pour cette belle discussion, la première partie en tout cas. Merci à vous. Franchement, c'était très très bonne discussion. Je suis content de t'avoir rencontré sur ce podcast. Au final, je te sers la main. Très très bonne discussion. Et merci à tous les deux, Nico et Flo, de m'avoir accueilli. C'est un plaisir. Et mot de la fin, c'était ça. Merci à vous deux. Et puis de toute façon, après, on va aller s'entraîner aussi. Puis maintenant aussi, on est dans le même pays ici, donc on aura l'occasion de refaire des bons petits échanges. Ciao. Ciao.